Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les Balkans au cœur d'un destin national souvent méconnu en Europe occidentale, celui de la Bulgarie. Une histoire millénaire faite de grandeur impériale, de résistance spirituelle, de dominations étrangères et de renaissance politique. Au centre de cette fresque, une figure, le tsar Boris III. Héritier d'un royaume meurtri par les guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale, il tente de stabiliser son pays dans l'Europe tourmentée de l'entre-deux-guerres, puis dans l'étau des totalitarismes. Allié de l'Allemagne, la Bulgarie de Boris III suivra pourtant une ligne singulière, originale, entre calcul politique, prudence stratégique et décisions qui continuent d'alimenter le débat historique, notamment sur la question du sauvetage des Juifs bulgares. Qui fut vraiment Boris III? Un souverain contraint ou un habile équilibriste? Un allié du Reich ou un protecteur de son peuple? Pour en parler, je reçois l'historien Jean-Paul Besse, auteur de Boris III de Bulgarie, le tsar gentilhomme, qui vient de paraître chez Via Romana. Jean-Paul Besse, bonjour, merci d'être parmi nous. Alors vous êtes historien, docteur en histoire, spécialiste des monarchies européennes, peut-on dire. Vous enseignez à l'Institut Saint-Pédis et vous avez consacré de nombreux ouvrages à l'histoire politique et spirituelle du continent, avec un intérêt particulier pour l'Europe centrale et balkanique. On vous doit notamment plusieurs biographies remarquées de chefs d'État du XXe siècle, parmi lesquels Nicolas Horthy, le régent méconnu, en 2016 chez Via Romana, et les suivants toujours chez Via Romana, Salazar, le consul impavide, en 2023, ou encore Mannerheim, le fondateur, en 2024. Je vous avais d'ailleurs reçu à l'occasion de la sortie de ce livre. Donc ce sont autant d'ouvrages qui explorent les destins de dirigeants qui sont confrontés aux bouleversements géopolitiques majeurs de leur temps, toujours dans des temps vraiment troublés. Et vous publiez aujourd'hui une nouvelle étude consacrée, je le disais, à Boris III de Bulgarie, le tsar gentilhomme. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a conduit à consacrer une biographie à Boris III, qui est un souverain assez méconnu, il faut bien dire. Je ne le connaissais pas avant de recevoir le livre, mais même si on trouve quand même une constante, nous en parlions un instant, entre Mannerheim, entre Salazar, voire même Franco, tous ces chefs d'État qui ont réussi à louvoyer pendant la guerre. Mais alors, donc, est-ce que c'est dans une continuité finalement que vous avez écrit sur C'est dans une continuité. C'est aussi parce que j'aime beaucoup la Bulgarie, où je suis allé plusieurs fois. Et c'est également parce qu'en Bulgarie, il est resté extrêmement populaire dans la population. Oui. Et beaucoup plus que son père, beaucoup plus que les autres rois des Balkans. Et j'ai pensé qu'il était bon de lui consacrer enfin un ouvrage. Et à le fait aussi que les Français ne s'intéressent pas à la Bulgarie ni aux pays qui sont, disons, à l'est de l'ex-Yougoslavie, oui. Et qu'ils en ont une idée extrêmement floue et souvent fausse. Bon. Donc finalement, à travers ce livre, vous avez donc, c'est une biographie, mais en même temps, c'est une histoire politique de la Bulgarie à travers, à travers ce roi. Alors justement, avant d'arriver directement à la vie de Boris III, je voudrais parler remonter aux racines médiévales qui sont très anciennes de la Bulgarie. Alors déjà, qui sont ces Bulgares? Vous les mentionnez, contrairement à d'autres peuples des Balkans, ce sont ni des Serbes, ni des Monténégrins imbus d'eux-mêmes, ni Grecs prenant Alexandre le Grand pour l'un d'eux. Alors est-ce qu'il y a une différence vraiment de tempérament national et comment elle se manifeste concrètement? Ils sont arrivés tôt parmi les Slaves, par exemple beaucoup plus tôt que les Serbes, qui sont mieux connus que les Français et qui ont toujours tendance à se donner le premier prix, si je puis dire. Les Bulgares sont arrivés avant, et ce ne sont pas non plus les Russes qui furent les premiers, puisque c'est grâce aux Bulgares que les Russes ont fini par devenir chrétiens. Oui. Donc les Bulgares sont antérieurs, ils ne sont pas slaves, et ils viennent... il y a toutes sortes de théories. Il y a les Bulgares de la Volga, dont une partie existerait encore sur la Volga. Puis il y a ceux qui sont détachés de ceux-ci, qui sont venus vers l'ouest et qui, à la fin du 8e siècle, traversent le Danube et s'installent dans ce qui est devenu la Bulgarie. Et ils s'installent au milieu de Slaves, ce qui fait qu'ils vont être slavisés et que la langue bulgare est donc slave. Avec une particularité, c'est qu'elle est grammaticalement, si je puis dire, plus simple que les autres parce qu'elle n'a pas de déclinaison, ce qui est une rareté dans les langues slaves. Donc pour comprendre la Bulgarie d'aujourd'hui, jusqu'à Boris III, il faut vraiment replonger dans les racines de la Bulgarie médiévale. Elle représente quoi en Europe
à la fin du premier millénaire, cette Elle a beaucoup varié dans l'étendue de ses frontières, comme on le verra même au XXe siècle. Sous certains souverains, elle s'est étendue de l'Adriatique à la mer Noire, donc de façon assez vaste. Elle a été d'ailleurs la première à s'étendre aussi loin, les Serbes ayant copié ensuite, mais assez tardivement. Mais ces empires, en général, ne durent pas. Soit ils sont associés au fondateur, à un souverain exceptionnel, qui parfois réussit à transmettre l'essentiel à sa descendance, soit on change de branche ou de dynastie, et on a, comment dirais-je, un raccourcissement de cet empire qui devient un simple royaume, si vous voulez. Alors il y a un roi qui ressort, ou un empereur, un tsar, je ne sais pas si on les appelait comme ça, à l'époque, qui sort du lot, qui est Siméon c'est le plus grand de tous. Oui. Donc lui, c'est vraiment l'apogée du premier empire bulgare. Qu'est-ce qui fait de ce souverain une figure si centrale c'est un guerrier exceptionnel qui va écraser les Byzantins à plusieurs reprises, qui était le grand voisin, le puissant voisin du Sud. De plus, il va repousser les frontières vers l'ouest jusqu'à l'Adriatique. Donc, son empire va toucher à la fois la mer Noire, la mer Adriatique, au sud la mer Égée, et il va faire le siège de Constantinople. Oui. Ce qui n'était pas si fréquent. Là, il ne passera pas, mais c'est quand même, de toute l'histoire bulgare, le souverain le plus connu. Et c'est pourquoi le roi Boris III a donné à son fils aîné le nom de Siméon. Le nom de Siméon. Alors justement, cette proximité avec Byzance, est-ce qu'elle fait partie également de l'identité bulgare? Tout à fait. Est-ce qu'il y a vraiment un rapprochement entre les deux puissances? Il y a l'influence de la civilisation gréco-byzantine, donc orthodoxe, sur la Bulgarie, qui à un moment a hésité à travers Boris Ier entre l'Église romaine et le patriarcat de Constantinople, et qui finalement s'est prononcé pour des liens étroits avec Constantinople, qui a donc créé une hiérarchie épiscopale bulgare, qui va remplacer celle des Grecs, et qui va ensuite partir vers le nord, vers la Russie, vers Kiev donc, et le Dniepr, pour évangéliser les Russes. Alors, l'arrivée des Ottomans va considérablement changer, on reviendra à l'orthodoxie après, mais va considérablement changer la donne. Vous employez le terme d'interminable nuit ottomane. Alors ce n'est pas de moi, évidemment. Je connaissais très bien un spécialiste de l'histoire ottomane quand j'étais en Grèce, et c'est lui qui a employé cette expression tout en disant qu'elle était exagérée, parce que les Turcs n'étaient pas responsables de toutes les faiblesses de l'empire qu'ils avaient conquis. Oui, alors vous dites, comme vous citez, donc l'interminable nuit ottomane ajouta encore sa terrifiante obscurité aux ruptures de l'histoire bulgare. Est-ce qu'on peut dire que la Bulgarie possède une histoire fracturée, plus que celle des monarchies occidentales? Beaucoup plus, oui. Parce que les dynasties sont-elles plus fragiles? Je ne sais pas. En tout cas, elles tombent plus facilement. Le contexte politique, le contexte géopolitique, souvent met un terme à leur histoire. Et donc, vous avez ainsi un premier empire bulgare avec Siméon dont vous avez parlé, et puis le fondateur, Boris Ier. Vous avez un second empire bulgare avec 3 dynasties différentes. Les Azènes, les Terters et les Chichman. Et le dernier Chichman, au XIVe siècle, est d'abord asservi par les Ottomans, qui l'obligent à payer un tribut, et ensuite il est tout simplement étranglé. Oui. Et la présence ottomane se caractérise comment? S'il y a une islamisation, une soumission, enfin, tous les Bulgares ont un statut dhimmi comme dans tous les... Bien sûr. Tout l'Empire ottoman. Bien sûr, il y a une volonté d'islamisation, mais qui a eu un succès assez limité. La Bulgarie est restée chrétienne, avec une minorité musulmane qui est en réalité d'ascendance turque pour la plupart. Donc c'est aussi ethnique que religieux. Et c'est des destructions d'églises, n'est-ce pas? Les Ottomans, qui ne voulaient pas faire trop
inutilement, détruisaient la coupole des églises et le temps, les intempéries détruisaient le reste du bâtiment. Le reste. Voilà, et donc il était mal vu d'être chrétien naturellement. Alors est-ce que vraiment on peut dire que la spiritualité, la religion orthodoxe, alors notamment il y a certaines figures hein, comme Jean de Rila, vous en parlerez. Ah oui, c'est la grande figure. Est-ce que ça a servi vraiment de conservatoire identitaire sous cette domination étrangère? Tout à fait. Le monastère de Saint-Jean de Rila est encore le plus beau de toute la Bulgarie, même s'il n'est pas le seul. C'est là qu'a été inhumé, au début en tout cas, avant que les communistes ne détruisent on peut dire les reliques, le roi Boris III. C'est un endroit merveilleux par son cadre naturel. Ce sont des bâtiments aussi extrêmement beaux, couverts de fresques. Saint-Jean-de-Rila, c'est une chose nouvelle que je peux vous dire. Et maintenant, sur les pièces de monnaie de 1 euro, du nouvel euro bulgare, depuis 3 mois. Donc, c'est quand même un fort symbole. Oui. Et alors, cette nuit ottomane va durer jusqu'à quand? Jusqu'au XIXe siècle. Jusqu'au XIXe siècle. Mais il y a quand même des soubresauts, une renaissance déjà fin XVIIIe. Tout à fait. Il y a des porte-paroles, si vous voulez, de ce que les Bulgares appelaient la lumière bulgare, la culture bulgare, c'est-à-dire aussi le christianisme fondamentalement, l'alphabet cyrillique naturellement, l'expression en langue slave, que les évêques grecs qui avaient remplacé les évêques bulgares condamnaient et combattaient en faisant célébrer devant une assistance qui ne comprenait rien les officiants grecs, par exemple. Donc il y a eu très tôt, au XIXe siècle... Et pourquoi ce clergé grec, d'où venait-il? Enfin, il venait de Grèce, j'imagine. Il ne venait pas de Grèce, il venait de Constantinople. Et, donc ils étaient à la botte du sultan. À la botte du patriarche, qui était à la botte du sultan. D'accord. Et lorsqu'il ne l'était pas, on le cousait dans un sac, le patriarche vivant, et on le jetait dans le Bosphore. Bien sûr. Alors, il y a des grandes figures qui ressortent. J'ai parlé de Jean de Rila. Il y a aussi un moine historien. Je ne sais pas si je prononçais bien le nom. C'est Païssi. Païssi. Bon, c'est bien. Du monastère serbe de Kilandar, oui. Alors, est-ce que ce Païssi, c'est un moine, il est historien et il a écrit une histoire slavo-bulgare? C'est ça, en déplorant. Il y a eu un grand retentissement à l'époque? Absolument. Il prenait très douloureusement le fait que les autres peuples slaves des alentours, les Serbes par exemple, avaient déjà 1 ou 2 historiens, des linguistes aussi, et que les Bulgares n'en avaient pas parce qu'ils étaient tout simplement les plus écrasés par le joug ottoman, et que par conséquent, la plupart du temps, ils n'avaient même pas d'école. Oui. Et donc la transmission ne se faisait que dans les familles. Donc il a écrit cette histoire slavo-bulgare qui bien sûr renferme quelques erreurs, ce qui est normal, mais il a quand même beaucoup voyagé jusque dans le Saint-Empire, enfin dans l'Allemagne, dira-t-on, d'aujourd'hui, ou du XIXe siècle, pour avoir des sources solides. Alors on peut dire quand même qu'il y a toujours donc une élite intellectuelle bulgare, une aristocratie bulgare qui arrive à se maintenir. Comment l'aristocratie bulgare, la plupart du temps, avait été liquidée par les Ottomans, dès le XIVe siècle, parfois avant. Une élite, on pourrait dire la même chose. Il va y avoir quelques figures de révolutionnaires célèbres qui vont soulever la Bulgarie pour vraiment arracher l'indépendance et le renouveau, mais ils vont en général mal finir. Alors il y a eu des séries de soulèvements au XIXe siècle, qui vont aboutir en 1878. Oui. Donc si vous pouviez rapidement nous faire un petit panorama de ces soulèvements, il y a eu des autonomies ensuite jusqu'à l'indépendance. Oui, c'est assez complexe. En tout cas, il y avait un sentiment pan-slave dans l'Europe de l'Est, sauf chez les Roumains, évidemment, pour d'autres raisons que l'on comprend aisément. Les Russes, donc, ont décidé de soutenir ce mouvement pan-slave. Si vous lisez certains discours de Dostoïevski, vous voyez à quel point ils ont pris parti pour les Bulgares. Et le tsar Alexandre II a envoyé 2 de ses excellents généraux, parmi beaucoup d'autres, Nicolas Nikolaïevitch l'aîné et son fils Nicolas Nikolaïevitch cadet, qui ont, à la tête d'une armée puissante, d'abord traversé le Danube, envahi la Bulgarie et ont continué
malgré certains échecs ponctuels, jusqu'au mur de Constantinople. Et là, le sultan est pris de panique. Il faut donc traiter, et le traité est signé à San Stefano en 1878, mais on est à quelques kilomètres de Sainte-Sophie de Constantinople. C'était le traité de la dernière chance pour les Ottomans. Alors ce traité de San Stefano, il représente quoi? Qu'est-ce qu'il établit exactement? Alors, il crée ce qu'on a appelé depuis la Grande Bulgarie. C'est-à-dire que les Russes ont insisté pour qu'on donne vraiment aux Bulgares une superficie assez large qui comprenne toute leur population ethniquement et religieusement. Mais ça va être un rêve très vite, car tout s'écroule dès la fin de l'année. Berlin, c'est-à-dire Bismarck, qui est totalement hostile à ce projet. Il ne veut pas d'une grande Bulgarie, il ne veut pas d'une grande de la Nouvelle-Allemagne? Non. Et par conséquent, au congrès de Berlin, on réduit la Bulgarie à la moitié à peu près de ce qu'elle était jusque-là, depuis quelques mois. On l'a réduit à ce qu'elle est aujourd'hui, à peu près? Même pas. Même pas, parce qu'il y avait une partie laissée en servitude par rapport à la Sublime Porte au sud, qu'on appelait Roumélie, du mot Roum, c'est-à-dire les chrétiens. Et puis la partie nord, elle, avait plus d'autonomie et pouvait devenir l'embryon d'un petit État bulgare. Mais elle était loin de représenter la Grande Bulgarie, qui perdait du même coup sa côte sur la mer Égée et une bonne partie de la Macédoine à l'ouest. Alors donc on peut dire vraiment que est-ce que le congrès de Berlin est vécu par les Bulgares comme une trahison des puissances? Tout à fait, tout à fait. Mais tout cela, c'est la politique de Bismarck. C'est lui qui a imposé son point de vue. Il était de toute façon très anti-slave, puisque à la même époque, il disait il faudra songer à repousser la Russie dans les glaces de l'Arctique. Oui, c'est fait. Et alors, au niveau dynastique, en 1878, qui dirige le pays? Alors, il y a eu là aussi comment dirais-je, un peu une contradiction. On fait d'abord appel à un prince dont le nom ne dit pas qu'il est russe, mais qu'il était, Alexandre de Battenberg, qui était donc parent d'Alexandre II, puis d'Alexandre III. Alexandre III, comment dirais-je, ne lui voue pas une très grande admiration. Alexandre de Battenberg est sérieux, mais très vite se trouve en rupture avec une assemblée dite nationale sur le Sobranie, qui est totalement hyper démocratique, ne supportant pas la moindre injonction ni le moindre ordre venu d'en haut. Donc Alexandre se trouve très vite sans aucun moyen pour agir. Oui. Il va quitter la Bulgarie une première fois, et là, ce sont des manifestations à travers tout le pays pour lui dire de revenir. Il revient et tout recommence, et donc il décide de partir pour toujours. Et donc on le remplace alors, c'était très compliqué. Les ministres en place, qui variaient beaucoup d'avis d'ailleurs, finissent par aller voir Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était un prince donc germanique, on pourrait presque dire autrichien, malgré son côté bavarois également. Ce prince n'est pas intéressé du tout au départ. Oui. Mais sa mère, qui est Clémentine d'Orléans, et qui est très fort, voilà, qui est une fille de Louis-Philippe, oui. Donc la sœur du duc d'Aumale, la sœur du prince de Joinville, etc., va insister pour qu'il accepte cette couronne, qui lui semble une issue tout à fait honorable, et qui lui donnerait en même temps l'occasion à elle, parce que je crois qu'elle pensait à cela, à avoir un certain magistère sur la Bulgarie, bien sûr. Et sur son fils. Et donc, lui, il arrive sur le trône en 1887. Ah oui, alors ça, c'est encore un peu plus tard. Il va se rendre à Ternovo, la vieille capitale historique médiévale, et là, il va ceindre la couronne. Donc, on peut dire la couronne de tsar, puisque en bulgare, le mot roi et le mot tsar sont un seul.
Alors, quel genre d'homme était ce Ferdinand, le père de Boris III? Vous le décrivez grand, né, son lourd embonpoint, oui. Et les enfants l'appellent le monarque. Oui, ses enfants ne l'aimaient pas. Il ne tenait pas d'ailleurs à se faire particulièrement aimer d'eux. Ouais. Il était extrêmement égocentrique, violent, aimant le luxe de façon ostentatoire, aimant follement les voyages jusqu'à Capri ou Chast en Hongrie. Tout cela le rendait assez impopulaire, mais d'un autre côté, il a de grandes qualités. Il veut construire un pays nouveau. Il a conscience que finalement il hérite d'une histoire lointaine, glorieuse. Il veut être au même niveau. Et donc, par exemple, il transforme Sofia complètement. Il en fait, alors que c'est une bourgade turque, il en fait une ville assez moderne, en utilisant l'urbanisme occidental. De même pour le port de Varna, de même pour les principales communications dans le pays. Et c'est là qu'on retrouve sa mère, qui est actionnaire des chemins de fer de l'Orient Express, pour justement allonger la voie de l'Orient Express à travers la Bulgarie. D'accord, donc elle joue quand même un rôle, très important. d'Orléans. D'ailleurs, on la surnomme, vous dites, la Médicis des Cobourgs. Voilà, c'est son frère, le duc de Malle, qui, avec beaucoup d'esprit, l'avait ainsi appelée. Et c'est vrai qu'elle était ainsi. Alors, je vois donc un Saxe-Cobourg-Gotha marié avec une d'Orléans. Ce sont des catholiques, j'imagine, oui. Qui règnent sur une population majoritairement orthodoxe. Donc, quand la question se pose du baptême de Boris en 1896, on va choisir un baptême orthodoxe. Est-ce que c'est très important comme moment? Et ça va créer un conflit avec le Vatican? Oui, ça va créer un conflit avec Léon XIII, qui ne veut absolument pas qu'une dynastie catholique tombe, entre guillemets, dans le schisme. C'était l'appellation du Vatican. Donc il va y avoir des tractations parfaitement inutiles. Léon XIII reste inflexible. Et d'un autre côté, le gouvernement bulgare l'est aussi, en disant « mais c'est impensable que sur un peuple orthodoxe, veille à un futur roi catholique. Et donc, après toutes sortes de tractations inutiles, on voit le ralliement de Clémentine, encore une fois, à la solution orthodoxe, soutenue par l'épiscopat bulgare. Et Ferdinand, finalement, se rallie à ce point de vue en disant « il n'y a pas d'autre solution ». Alors, Boris était baptisé catholique, mais on va le chrismer, c'est-à-dire lui donner la confirmation dans l'Église bulgare. Oui. Et comme la chrismation dans l'Église orthodoxe équivaut par son prolongement sacramentel au baptême, c'est comme s'il avait été baptisé orthodoxe. Alors, ce jeune Boris, est-ce qu'il a eu une enfance difficile? Parce que je crois qu'ils appelaient le palais la prison, ce qui n'est pas très... C'est vrai. Je pense qu'il y a pire comme prison aussi. Donc c'est une enfance difficile C'est une enfance, disons, assombrie par les sautes d'humeur du père, qui est extrêmement violent. Alors les enfants de Ferdinand disaient, quand on entend son lourd pas dans le couloir qui s'approche, parce qu'ils étaient dans une salle de classe au palais, on sait que tout va très mal se passer. S'il parle français, le pire sera évité, mais s'il parle bulgare, nous sommes perdus. Et il leur disait notamment, regardez les enfants de mes valets comme ils sont 1000 fois plus brillants que vous alors qu'ils n'ont pas de précepteur. Alors, il y a aussi des épisodes importants dans la politique bulgare à l'époque. Ce sont les fameuses guerres balkaniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi elles consistaient? Bien sûr, il y a deux guerres balkaniques. La première contre l'ennemi traditionnel, les Ottomans. Parce qu'il y a une volonté des Ottomans, c'est les Ottomans sont les agresseurs ou il faut... Non, c'est plutôt une sorte de ralliement à la bannière de Ferdinand de tous les princes orthodoxes slaves des Balkans contre les Ottomans pour les mettre vraiment une fois pour toutes à la porte de l'Europe. Là, on est en quelle année? Alors là, on est en 1912 et cette guerre se termine triomphalement pour les chrétiens,
puisque la Thrace orientale, c'est-à-dire les alentours de Constantinople, sont largement conquis par l'armée de Ferdinand, au-delà même d'Andrinople, sans que cela ne dure, puisqu'il va y avoir la deuxième guerre balkanique, qui est provoquée par Ferdinand, et dans le sens inverse. Il s'allie aux Turcs contre les puissances chrétiennes qui étaient avec lui la veille, et là, il perd tout. Et quel était le but ? C'était à agrandir la Bulgarie une nouvelle fois. Alors, il avait réussi à l'agrandir momentanément vers le sud. Désormais, il voulait l'agrandir vers le nord, où étaient les Roumains, et vers l'ouest, au détriment des Serbes. Les Serbes, c'était la pierre d'achoppement à cause de la Macédoine. À qui était la Macédoine ? C'était cela. C'est une population qui parle une langue très proche du bulgare, qui a fait partie de l'Empire bulgare au Moyen-Âge et que les Serbes avaient commencé à conquérir. Voilà. Alors, va arriver la guerre de la Première Guerre mondiale. Oui. Quelle va être là la position de la Bulgarie ? La Bulgarie va finir par entrer dans dans la perspective de la Triplice, aux côtés des Allemands, des Autrichiens surtout, qui étaient plus proches de Ferdinand, et des Italiens, des Italiens jusqu'en 1915, mais sans opération militaire. Et par conséquent, la Bulgarie se bat contre, à nouveau, ceux qui l'ont vaincu pendant la Deuxième Guerre balkanique, notamment les Serbes. Et elle se bat contre les Roumains, pour reprendre certaines terres que les Roumains avaient, comme la Dobruja, que les Roumains avaient conquises pendant la Deuxième Guerre balkanique, et pour amoindrir la Grèce sud, afin de récupérer ce que la grande alliance avec la Russie avait donné à travers le traité de San Stefano en 78, c'est-à-dire la côte nord-est de la mer Égée. Donc la guerre se termine mal en 18 pour la Bulgarie, et particulièrement pour Ferdinand, qui est poussé à l'abdication. C'est ça. Sinon, c'était la dynastie qui tombait. D'accord. Donc, il abdique, il revient à Cobourg, où il va vivre quasiment jusqu'à sa mort, beaucoup plus tard, et plus tard que son fils notamment. Et Boris se retrouve roi. Non pas qu'il soit mal préparé, d'ailleurs, mais il est tout de même encore très jeune. Et, une vingtaine d'années, un peu plus quand même, 22 ans. Mais il hérite d'une situation dramatique parce que... Dans quel état se trouve la Bulgarie ? Très mauvais état. Le pays est envahi sur plusieurs frontières. L'armée a toutes sortes de tendances parmi ses généraux. Il y a aussi un vif mécontentement populaire. Et donc, si vous voulez, les premières années du règne vont être très difficiles. Et on peut dire que la monarchie était menacée même déjà à l'avènement de Boris III ? Oui, parce qu'il y a eu un essai de République de Radomir fait par un de ses ministres, essai qui a échoué, et le ministre a trouvé la mort dans ce qui a suivi, mais c'est quelque chose de récurrent. Et il va y avoir des coups d'État militaires presque incessants. En revanche, pas de danger bolchevique comme il y a pu avoir. Alors, le danger bolchevique va arriver très vite. Depuis 1878, les Bulgares et les Russes s'aiment beaucoup, grâce au service qu'avait rendu Alexandre II. Et cette Russie qui a changé totalement de couleur est mal perçue par les Bulgares. Beaucoup pensent que c'est toujours un pays messianique dirigé par un tsar orthodoxe, ce qui n'est vraiment plus le cas. Et donc, il y a un certain nombre de Bulgares d'extrême gauche qui vont entrer au Comintern, qui vont partir dans l'URSS de Staline et qui vont diriger de l'extérieur une guerre incessante contre la monarchie bulgare. Alors, je voudrais m'arrêter un instant avant de parler de sa politique, de parler de Boris III. Vous avez sous-titré, je disais, votre livre « Le tsar gentilhomme ». Oui. Alors, pourquoi avoir choisi ce qualificatif pour le définir ? Parce que c'est exactement ce qu'il a été. Il est extrêmement proche du peuple.
Il est constamment en train de voyager à travers d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre. Oui, vous parlez d'une passion pour les locomotives, pour des voyages incognito, aussi. des nuits passées chez les paysans. Absolument. Il assiste au mariage des jeunes gens. Il est invité à rester quelques jours. Il y a une sensibilité qui est très extravertie vers le petit peuple. C'est pas de la com, comme on dirait aujourd'hui. C'est vraiment une vraie proximité avec le peuple. C'est une vraie sensibilité. Oui. De plus, il est très orthodoxe. Il va beaucoup à l'église. Tout cela plaît à la population. C'est une période aussi de rechristianisation de la Bulgarie, puisque les Turcs ne sont plus là. Donc, ça joue également en sa faveur. Il va rendre des services exceptionnels. Par exemple, un jour, un train dans lequel il est sort des rails, se dirige vers un précipice, le chauffeur est brûlé, il s'extrait aussitôt de son wagon, il court vers la locomotive, il arrache le chauffeur de l'endroit où il était, il fait arrêter le train, il court vers un ruisseau pour nettoyer les plaies du chauffeur. Vous voyez, ce sont des choses qu'il fait constamment. Il y a sur la mer Noire, où il se rendait assez souvent, puisque les rois avaient un palais à Euxinograd, au nord, il voit qu'il y a des gens en perdition dans un petit bateau de tourisme. Il se précipite et il les sauve. C'est un homme sportif alors également ? Il est très sportif. Et il est alpiniste. Il adore monter au mont Moussala à 2900 mètres, qui est le point culminant de la Bulgarie. Alors moi, je vous parlais d'un souverain austère, presque ascétique. Il y a un gros contraste avec son père. Ah oui, énorme. Énorme d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de vraie réconciliation. Il est allé voir son père pendant l'un de ses voyages à l'étranger, car il en a fait plusieurs, y compris à Paris, à Londres, et aussi avant en Russie. Son père l'a très mal accueilli, voyant au fond dans son rejeton celui qui lui avait pris la place. Donc ça, c'est resté une douleur profonde chez Boris. C'est un homme cultivé également. C'est un homme cultivé, de lettres, des arts. Et il est extrêmement amateur de diverses langues. Il va le parler aussi bien l'albanais que l'anglais ou le serbe. Et ça a pu lui être utile aussi dans sa relation avec le roi Alexandre de Yougoslavie. Et côté vie privée, il semble très, comment dirais-je, plein de retenue pendant longtemps. Et il va épouser finalement une fille de Victor Emmanuel III d'Italie, qu'il a rencontrée pendant des vacances à la résidence des Savoie à San Rossore. Et il va s'éprendre de Giovanna, Jeanne donc, qu'il va épouser, ce qui va à nouveau déclencher les foudres du Vatican, qui cependant avait envoyé entre-temps, en la personne de Pie XI, le cardinal Roncalli comme nonce en Bulgarie. Et Roncalli, le futur Jean XXIII, va savoir, comment dirais-je, concilier les contraires sans trop le dire, et finalement faire accepter que Jeanne se marie à Assise d'abord, un lieu qu'elle aimait beaucoup, avec Boris. Puis ensuite, à nouveau à Sofia, devant le métropolite le rite orthodoxe qui a déchaîné la rage de Pie XI. Est-ce qu'on peut dire que ce caractère ascétique, réservé, que nous disions, est-ce que c'est aussi un atout politique ? C'est certainement un atout parce qu'il a été ballotté en tous sens par des gouvernements contradictoires, parfois violents, comme par exemple celui du Sveno, qui était une sorte de société secrète militaire qui a pris le pouvoir en 1935 et qui, avec le général Kimon Georgiev, était à tendance fascisante, avant que le même ne devienne à tendance communisante en 1946 et ne reviennent dans les fourgons des soviets. Nous allons en reparler, parce que quel est le régime exactement ? C'est un roi, il y a un parlement, il y a un premier ministre, comment ça fonctionne ? C'est une monarchie constitutionnelle, il y a un premier ministre, il y a un parlement. Cela dit, le parlement est extrêmement agité, les gouvernements ne tiennent pas longtemps, jusqu'à ce qu'arrive au gouvernement Liaptchev, qui est un Macédonien, justement un Macédonien,
intelligent et paisible qui va industrialiser la Bulgarie avec l'aide allemande, qui va arrêter le conflit larvé avec les Serbes en Macédoine et tout le terrible terrorisme que cela engendrait à travers une société secrète, l'ORIM. Et Liaptchev va donc donner une stabilité momentanée à la Bulgarie. Et lui, Boris III, il est plutôt comme un arbitre au-dessus des partis, ou il est un chef politique? Il a été longtemps un arbitre avant de se révéler un chef politique lorsque on a appelé ça la dictature personnelle du roi, c'est très exagéré. Il a beaucoup moins employé ce procédé que son voisin Alexandre de Yougoslavie, assassiné à Marseille. Mais il a trouvé un espèce d'équilibre. Et en même temps, une parcelle de pouvoir qui n'avait pas tellement jusque-là. Bon, enfin, donc il réussit quand même à reprendre le contrôle du pays, qui était un pays miné par les attentats. Tout à fait. Voilà. Et alors, il faut bien penser qu'en toile de fond, on a une influence économique allemande de plus en plus grande. Ce qui va jouer. Ceci dès fin des années 20, début des années 30 ou au moment de l'avènement du nazisme? Avant déjà le nazisme, et ça va s'accroître avec le national-socialisme allemand, qui place déjà un certain nombre de pions dans la haute société bulgare, et avec le fameux concern Hermann Göring, qui va créer de nombreuses usines en Bulgarie, mais en même temps se servir très largement et ne pas rendre à la Bulgarie ce dont elle aurait dû bénéficier. Alors, au niveau de la vision politique de Boris III, vous écrivez que la survie nationale prime sur les alliances. Oui. Donc on peut dire, est-ce qu'il est guidé plutôt par un réalisme pur ou par une idéologie? Non, il n'y a pas d'idéologie. Ce qu'il voulait, c'était s'entendre avec la France et l'Angleterre. Ça a toujours été impossible. Il a fait des voyages en France et en Angleterre. On l'a très bien reçu. Poincaré, quand il était encore président du Conseil, a dit « Ah, mais ce jeune homme a l'air très bien ». Briand a dit la même chose, mais ils n'ont rien fait pour l'accrocher, si vous voulez, au train occidental, si je puis dire. En Angleterre, il est toujours très bien reçu parce que, bon, il y a l'influence des Saxe-Cobourg aussi, bien sûr, mais pas seulement. George V le reçoit très bien, lui parle affectueusement, lui promet l'aide de l'Angleterre, mais là aussi, rien n'est fait. Et donc, il y a une espèce de dérive impossible à empêcher vers le monde germanique. Oui, on va y arriver. Et avant de vous poser la question, au niveau territorial, est-ce que c'est une priorité pour lui, l'expansion, la révision territoriale, de revenir à San Stefano? Alors la révision territoriale est une priorité parce que c'est le rêve de tous les Bulgares, c'est revenir à la Grande Bulgarie. Et donc reprendre des territoires qui ont été finalement, du point de vue bulgare, volés par les voisins, qui d'ailleurs n'ont pas hésité à y implanter leur propre population pour mettre les Bulgares en minorité ou les chasser complètement. Alors, il rentre dans l'Axe en 1941. Donc c'est finalement... Alors c'est le pacte tripartite. Oui, alors comment ça se passe? Mais vous avez l'impression qu'il est poussé dans les bras de Hitler par les Occidentaux? Il est poussé, oui. Parce qu'il est méprisé, il se sent méprisé. Voilà, il faut trouver une solution. Cela dit, il déteste Hitler. Il n'a aucune confiance en lui. Oui. Il ne veut pas être du tout, justement, comme vous disiez, dans l'Axe. Non. Il se retrouve, on pourrait dire, géographiquement, sous l'influence de l'Axe. Bon, mais quand la guerre éclate, quelle position prend-il? Pour l'instant, une neutralité? Neutralité, pas de conquête, pas d'agression contre les voisins. On mobilise tout de même? On mobilise après que l'Allemagne ait envahi la Yougoslavie et qu'elle ait attaqué la Grèce avec l'Italie. Et là, alors à ce moment-là, il en bénéficie. L'armée bulgare peut entrer dans le nord-est de la Grèce, en Thrace, récupérer donc une partie des territoires perdus en 78, et de même récupérer au nord, au détriment de la Roumanie qui était en plein chaos, la Dobruja, et récupérer des mains de la Serbie qui n'existe plus, enfin de la Yougoslavie mourante, la Macédoine. Donc c'est un grand soulagement pour les Bulgares, surtout dans le fait qu'ils retrouvent leurs voisins
et cousin et, on peut dire, frère de Macédoine. Voilà, que les Serbes avaient voulu serbiser. Donc finalement, de rentrer aux côtés des Allemands, est-ce que ça n'apporte que des avantages. Est-ce que c'est vécu comme une contrainte? C'est une contrainte heureuse, finalement, pour l'instant. Que sera l'avenir? Et qu'est-ce qu'il a comme marge de manœuvre face à Hitler? Alors, tant que l'armée allemande, la Wehrmacht, avance à travers l'Europe, on ne lui demande pas avec trop d'insistance de se mettre en ordre de bataille à ses côtés. Cela dit, le jour où elle va commencer à être refoulée de Russie, ça va être catastrophique. Parce que Hitler va imposer un diktat. Puisque vous avez été avec nous pour ce qui vous intéressait, maintenant il faut nous aider. Et là, il va refuser. Donc oui, il refuse donc, déjà de participer à l'invasion de la Grèce proposée par Mussolini. Et puis en 1940, il refuse de se joindre à l'opération Barbarossa. Il n'y a aucun soldat bulgare sur le front de l'Est aux côtés des Allemands? Non. Et il maintient de bonnes relations, enfin des relations officielles en tout cas, avec la Russie soviétique, avec Staline. L'ambassadeur soviétique reste à Sofia et de même, il y a un ambassadeur bulgare à Moscou. Donc, pas de guerre avec la Russie, c'est le pays qui a libéré les Bulgares des Turcs. Donc, il y a une immense reconnaissance, on ne peut pas toucher aux grands frères russes. Et pendant la guerre, Sofia, c'est un nid d'espions ou... Oui, c'est un nid d'espions. Tous ces pays un peu bien sûr. de zoo. Alors, le roi avait trouvé des amis très proches et très utiles dans ce domaine-là à Istanbul, qui était aussi un carrefour d'espionnage extraordinaire. Il savait beaucoup de choses par eux. Et quand il va rencontrer Hitler, soit d'abord à Berchtesgaden et ensuite à Rastenbourg, la dernière... Il le rencontre combien de fois? 2 fois? Un peu plus. Oui. Hitler dit à ses généraux, regardez le roi Boris, il est mieux renseigné que vous. Je suis moins bien renseigné par vos services que lui. Bref. Donc, effectivement, Boris était assez habile, bien guidé, si vous voulez, aussi. Et il y a des gens dans la population qui ont commencé à dire « c'est un renard ». C'est un peu un surnom qu'on lui a donné. Oui, parce qu'il dit, vous écrivez, il dit « Mes généraux sont germanophiles, les diplomates anglophiles, la reine est italophile, normal, elle est italienne, et mon peuple russophile, et je suis le seul neutre en Bulgarie. » Alors, est-ce que c'est une boutade, mais est-ce que ça révèle quelle réalité? C'est complètement vrai. C'est complètement vrai, donc ça le met dans une situation très difficile. Il a une neutralité armée à l'intérieur de l'Axe. Bon, armé, mal armé. C'est d'ailleurs l'argument qui va présenter Hitler à Rastenbourg en 1943. Il veut dire, qu'espérez-vous de l'armée bulgare? Elle est très mal équipée, elle est peu nombreuse. Que voulez-vous que je fasse? C'est aussi un moyen de défense, aussi, pour ne pas participer. Il y a des troupes allemandes en Bulgarie ou... Alors, il y a des troupes allemandes en Bulgarie, sous les ordres du maréchal List, qui a franchi le Danube assez tôt, pendant la guerre mondiale. Et ces Allemands ont oublié de repartir après avoir dit aux Bulgares « on vient vous aider », mais vous aider contre qui? Et les Allemands ne repartent pas. Donc c'est assez mal ressenti par la population. Population, elle, qui est russophile. Voilà. C'est ce que nous venons de dire. Alors, je parlais dans mon introduction de la question des Juifs bulgares. C'est important parce qu'ils refusent les déportations, ils refusent les persécutions de la population juive. C'est-à-dire qu'il fait le contraire de ce qu'ont fait les Roumains. Qui est le maréchal Antonescu, qui surveillait de près le roi Michel et qui prenait ses décisions à sa place, malheureusement, était antisémite et en a fait déporter des centaines de milliers. La Bulgarie ne fait pas cela. Elle ne déporte personne. C'est quoi? C'est un choix moral, C'est un choix moral. C'est vraiment là une conviction personnelle de la part du roi. Et puis l'Église va jouer un rôle important. Le primat de l'Église orthodoxe va s'insurger contre le projet du Premier ministre, qui lui est germanophile, et refuser catégoriquement et influencer le roi en ce sens-là pour qu'aucun des Juifs qui est en Bulgarie ne soit déporté. En revanche, comme il y avait des troupes allemandes à côté des troupes bulgares en Thrace, reprises à la Grèce, là, il y a eu des déportations. Oui, alors d'ailleurs, de Juifs bulgares. Vous mentionnez qu'Israël avait érigé une statue de Boris III, mais l'a retirée quand on a appris justement pour les Juifs de Thrace et de Macédoine. Oui, c'est dommage.
C'est juste comme reproche ou... C'est juste et c'est faux. Les Allemands ont déporté ces Juifs, c'était pas un décret du roi. Ils ont pris les rênes, si je puis dire, de la situation là-bas. Enfin, quoi qu'il en soit, la volonté de protéger les Juifs en Bulgarie vraiment fait partie de son prestige. De son prestige, absolument, et le rendait encore plus populaire dans la population et dans l'épiscopat. Ouais. Alors, on va arriver au dernier mois de sa vie et à sa mort mystérieuse. Oui. Il est convoqué, vous dites, en 1943 à Rastenbourg, dans ce qu'on appelait la tanière du loup. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé durant ces 8 heures, quand même, d'entrevue ? D'abord, la date avait été fixée par Hitler, ce qui ne plaisait absolument pas au roi, qui a refusé plusieurs fois et qui l'a fait reculer. Finalement, il va accepter de s'y rendre, tout en craignant le pire. Les couleurs d'Hitler étaient quand même bien connues. Il est accueilli très chaleureusement à Rastenbourg. Il y a tout l'état-major allemand, dans ses généraux et maréchaux les plus connus, autour d'Hitler souriant. Tout semble bien commencer et tout va se gâter dès le premier soir où finalement Hitler se rend compte que Boris n'avait absolument pas d'engagement militaire pour sauver la Wehrmacht de l'affaire russe, de l'affaire soviétique. Deuxièmement, parce que la situation est extrêmement compromise. Boris ne se sent pas si sûr de lui, en ce sens qu'il y a un général et quelques-uns assez nombreux de ses partisans en Bulgarie qui sont pro-nazis et qui risquent de déclencher un coup d'État. Et donc il est extrêmement sur ses gardes. Et donc, l'hostilité monte, si vous voulez. Or, après cela, le roi et sa suite sont conduits dans les souterrains de Rastenbourg, où il y a des aérateurs extrêmement bruyants, puisqu'il n'y avait pas de fenêtre, évidemment. Et le roi le vit très mal, ses compatriotes aussi. Ils en sortent très fatigués, ils n'ont pas dormi, ils en sortent très fatigués au matin. Et là, Hitler veut absolument déjeuner avec Boris III avant qu'il ne rentre en Bulgarie. Et à nouveau, Boris III ne cède en rien. Et donc, la situation est encore plus mauvaise que la veille au soir. Donc finalement, le fameux pilote qui avait la confiance de Hitler, Bohr, monte dans l'avion et lui dit voilà, je vous ramène à Sofia. Curieusement, l'avion fait des descentes en piqué avant de rebroter vers le ciel peu après. Il recommence à plusieurs reprises, sans que le roi comprenne pourquoi, sans qu'il voie non plus aucun avion ennemi à l'horizon. Il est d'ailleurs dans la cabine de pilotage, à côté du pilote. Alors déjà, ça crée une certaine atmosphère et peut-être des problèmes de respiration aussi. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les avions ne sont pas pressurisés. Ils ne sont pas pressurisés. Il a un masque d'oxygène sur le visage, c'est très désagréable. Il arrive totalement épuisé à l'aéroport proche de Sofia. Il ne va d'ailleurs même pas voir la reine et les enfants. Il a envie de se détendre et de prendre l'air. On est en plein été, ne l'oublions pas. Et il décide de faire l'alpinisme et de monter au fameux mont Moussala dont on parlait, qui est très élevé. Et là, il a une espèce de joie qui resplandit devant son entourage. Ah, ici, ni téléphone, ni ennemi, ni vacarme. Je peux en faire respirer. Et puis, il redescend très fatigué. Alors, on appelle les médecins, d'abord de Sofia. Il y a des problèmes respiratoires. Le roi dit non, je respire normalement. Enfin bon, finalement, il téléphone, pas lui-même, l'entourage téléphone à Berlin, disant il faut des médecins plus qualifiés, à Vienne et à Berlin, les deux. Et donc, il y a plusieurs médecins qui viennent. Et l'un d'entre eux, le plus célèbre, Eppinger, qui d'ailleurs se suicidera après le procès de Nuremberg, va arriver en disant, mais il présente les mêmes symptômes que le chef du gouvernement grec, c'est-à-dire des traces noirâtres sur tout le corps
qui n'ont rien à voir normalement avec une respiration difficile ou des problèmes pneumoniaires. Donc, la conclusion d'Eppinger, c'est que le roi a été empoisonné. Oui. Et donc, il meurt le 28 août, un jour de la dormition, mais la dormition orthodoxe. Voilà. Alors, vous avez étudié toutes les hypothèses, d'empoisonnement allemand, voire soviétique, britannique. Oui, il y a quand même une phrase de Churchill terrible. Terrible, il dit « Ce qui vient d'arriver au roi, Boris, arrivera aussi à tous ceux qui soutiennent l'Allemagne ». Alors, est-ce que c'est un aveu? Vous, quelle est votre conviction? Alors, on n'est pas dans l'heure du crime, mais... Ma conviction est celle-là. C'est que Churchill a dit ce qu'il pensait et que ce sont les services secrets anglais qui ont utilisé le curare indien qu'ils avaient à profusion puisqu'ils avaient l'Inde. Cela dit, il y en avait d'autres qui l'utilisaient aussi. Mais qui s'est débarrassé de Boris ainsi. C'est ces tours de passe-passe dont Churchill avait le secret, en l'occurrence assez sinistre. Qu'il a en plus avoué dans un discours public. Alors bien sûr, ce n'est pas la version officielle. Dans la version officielle, on vous parle de thrombose, on vous parle de problèmes pulmonaires, d'une crise cardiaque. Bon, le roi Siméon actuel, dans ses mémoires, que j'ai bien sûr lu et relu, se prononce pour cela en disant c'était impensable qu'on l'ait empoisonné. Bon, moi je ne suis rien, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de facteurs. Et alors, c'est-à-dire que dans son entourage, l'entourage, je pense qu'il a été empoisonné. Non, mais je veux dire, dans son entourage, il y avait possibilité de l'empoisonner. Les services secrets britanniques à l'époque sont plutôt efficaces aussi. Très efficaces. Il y a aussi un autre aveu qui n'est pas d'un acteur direct, mais vous avez cet écrivain français que le gouvernement de De Gaulle, à la Libération, envoie à Sofia, où il reste 3 ans, et qui écrit dans son livre « La nuit sera courte ». J'arrivais là-bas avec un roi défunt, un petit roi enfant, une reine dépouillée de tout pouvoir. Et puis, il met le mot, un roi empoisonné. Donc, c'est Boris III, bien sûr. Je pense quand même que le témoignage de Romain Gary est très important, qu'il était très bien renseigné. Un autre qui savait sûrement la vérité, c'était Roncalli, qui était nonce apostolique. Bon, mais lui, il était tenu par le secret, donc évidemment, il n'a rien dit. Il a gardé en tout cas énormément de sympathie pour la Bulgarie. Et l'intérêt des Anglais de se débarrasser, enfin des Alliés de se débarrasser de Boris III, c'était pas ouvrir la porte justement à jeter de nouveau la Bulgarie dans les bras de l'Allemagne d'une manière plus... Non, c'était jeter la Bulgarie dans les bras de l'URSS, qui d'ailleurs est arrivé presque aussitôt, enfin 1 an après, l'armée rouge campait à Sofia. Parce que donc, alors, le 5 septembre 1943, sur ses funérailles, et là vous décrivez des milliers de paysans qui se signent en larmes le long de la voie ferrée. Jusqu'au monastère de Lila. Donc vraiment, il y avait vraiment un amour du peuple. Qu'est-ce qu'il représentait? Profondément, oui. Et les communistes, la première chose qu'ils font, c'est l'extraire de sa tombe et disperser, apparemment, disperser ses restes pour qu'il n'y ait pas de culte. Parce que donc les troupes soviétiques rentrent en Bulgarie un an après. En 1944. Oui. Occupent la Bulgarie d'une manière féroce. Font un massacre général de tout ce qui avait de près ou de loin touché Boris III, notamment son frère Cyril est fusillé, le Premier ministre germanophile est fusillé en même temps, un général, Mikrov, est fusillé aussi, des centaines et des milliers de fonctionnaires sont fusillés et au bord de fosses, c'est-à-dire qu'on n'a même pas à les enterrer, les corps tombent dans les fosses. Et puis le fameux Dimitrov est rentré, certes mourant, mais tout puissant, et déclare quand même à cet écrivain que nous citions à l'instant, vous savez, c'était bien moi qui avais mis le feu au Reichstag. Alors, en revanche, son épouse et son fils, eux, sont sauvés et prennent le chemin de... ils ne sont pas sauvés. Prennent le chemin de l'exil. Les communistes se débarrassent d'eux, les mettent dans un train, et finalement, ils finiront en Espagne chez Franco.
Et donc il y a un référendum en 1946 oui, qui est une imposture. Avec des scores à la soviétique. Hein. À stalinien. 96% pour la République. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de... Alors je sais que le fils Siméon II a pu rentrer en Bulgarie. Oui. Il a même été Premier ministre en 2001 et 2005. Pardon. Alors comment les Bulgares regardent-ils aujourd'hui ce passé royal? En un mot, quelle est sa mémoire et quelle est la mémoire de Boris III reste très vénérée. Je pense personnellement qu'il peut être un jour canonisé par l'Église orthodoxe bulgare. Cela m'a frappé de voir dans les églises là-bas le portrait du roi à côté sur le petit autel des défunts devant lequel brûlent des cierges. Et je pense que c'est moins la monarchie en soi qui est vénérée que ce personnage exceptionnel qui a réussi à maintenir le navire dans une sorte de neutralité imparfaite, bien sûr, mais infiniment préférable à un conflit. Et en ce sens, il contraste beaucoup avec un roi dont il aurait fallu parler, c'est son voisin Alexandre de Yougoslavie. Et on attend le prochain livre de Jean-Paul Besse sur... Non, mais on n'aura pas. Non. En tout cas, merci infiniment, c'était vraiment passionnant, ça nous a permis de connaître cette Bulgarie inconnue, que vous connaissez vous, beau pays, il faut y aller. Très beau pays. Et puis donc je vous renvoie à votre livre, Boris III de Bulgarie, le tsar gentilhomme, qui vient de paraître chez Via Romana. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Alors avant de nous quitter, bien sûr, vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.